Il fait des victimes, il rend malade, il fait peur, il pousse à la consommation, il isole, mais il peut aussi donner un peu d'espoir. Le coronavirus pourrait-il au final nous amener à réfléchir? À quoi? Eh bien au capitalisme. Mais d'abord, petite définition du capitalisme. Le capitalisme, on peut le raisonner à une chose assez simple. C'est le financement privé des investissements. C'est-à-dire que c'est le règne de l'argent qui produit de l'argent. Cela fait déjà des années que la question est posée. Et si on regarde juste l'histoire récente, on a par exemple la crise des subprimes, Occupy Wall Street, les Gilets jaunes, des mouvements sociaux aux quatre coins du monde comme Hong Kong, le Liban ou encore le Chili. Et avec le coronavirus, c'est un gros stop à la production, mais aussi au flux de personnes et de marchandises dans le monde entier. Et puis d'une façon beaucoup plus générale, je crois, la question qui est posée, c'est la question de la solidité des différentes entreprises qui sont ici présentes. Grosso modo, combien de cadavres économiques allons-nous récupérer à l'issue de cette crise? Début mars, les bourses et les cours du baril de pétrole ont chuté. Plusieurs pays ont imposé la fermeture des commerces, hormis les magasins de première nécessité comme les supermarchés et les pharmacies. Alors, les États pourront-ils faire face aux conséquences économiques? Les États sont massivement endettés, ont grillé beaucoup de cartouches dans la dernière crise d'il y a 10 ans, en 2008, sur ce terrain-là. Est-ce qu'ils vont pouvoir le refaire? C'est aujourd'hui toute la question qui est posée. Et c'est sans parler du confinement qui risque de priver un grand nombre de personnes de revenus. Un coup dur pour l'économie, certes, comme en Chine où la pandémie a fait baisser la production et avec la pollution. Les émissions de CO2 de la Chine auraient chuté d'au moins un quart entre le 3 février et le 1er mars comparé à 2019. Et ce serait également le cas en Italie. Selon une étude de mars 2020 réalisée par une équipe de recherche en Allemagne, la pollution de l'air serait le facteur qui réduirait le plus l'espérance de vie. En 2015, elle aurait causé la mort de 8,8 millions de personnes dans le monde. Jusqu'à présent, notre économie mondialisée n'a fait que renforcer les inégalités et détruire l'environnement. D'après un article du Monde diplomatique, le problème est ailleurs. Avec la déforestation, l'urbanisation et l'industrialisation effrénée, nous avons offert à ces microbes des moyens d'arriver jusqu'au corps humain et de s'adapter. Pour faire simple, la majorité des virus comme Ebola ou Zika sont d'origine animale. Certains viennent des animaux d'élevage avec la question de l'élevage intensif, on se souvient par exemple de la grippe aviaire, porcine ou de la vache folle. Mais plus des 2 tiers seraient issus d'animaux sauvages. En soi, ces microbes ne leur font rien. En détruisant leur habitat naturel, forcément, on rapproche ces espèces de nous. Et du coup, à force de contact avec nous, ils nous transmettent ces microbes. Une étude de 2017 a montré qu'Ebola est apparu chez différentes espèces de chauves-souris dans des zones d'Afrique centrale et de l'Ouest. Des zones où justement il y avait eu récemment des déforestations. Déjà en 2012, le New York Times parlait de l'importance de la nature pour préserver l'humanité. Surtout que les pandémies touchent particulièrement les personnes les plus pauvres et vulnérables. On parle beaucoup des personnes malades et âgées, mais la classe sociale est aussi à prendre en compte. D'après une étude de 2017, les inégalités sociales sont un facteur trop souvent oublié dans les projections en cas de pandémie. Pendant la grippe espagnole, par exemple, le nombre de décès, estimé entre 50 et 100 millions, a surtout été enregistré dans les pays pauvres, mais aussi dans les quartiers défavorisés des grandes villes, marqués par un grand écart socio-économique. En fin de compte, c'est une question de pouvoir, et souvent les travailleurs à bas salaire n'ont pas de pouvoir. Il faudrait créer davantage de syndicats de salariés pour améliorer les droits des travailleurs. Mais à l'heure des Uber, des slasheurs, des indépendants, de la casse des services publics, c'est encore possible? Pour contrer cette situation, Benoît Boris propose plutôt ceci. Il faut garantir ces revenus et ça pose la question de la socialisation du revenu, c'est-à-dire permettre de mutualiser l'argent qui circule dans les entreprises entre différentes entreprises de façon à ce qu'une entreprise qui aujourd'hui se trouve face à un choc économique puisse faire face. Et quand je vous parle d'entreprise, c'est entreprise en tant que regroupement de travailleuses et travailleurs, en regroupement de salariés. En Italie, des salariés étaient en grève contre la décision de ne pas fermer les usines. Ces personnes estimaient que leur santé n'était pas considérée. En France, beaucoup reprochent à l'État le manque de moyens dans le secteur de la santé. Une situation dénoncée depuis des années et qui ne permet pas de faire face à la pandémie. La question de la privatisation de la recherche et des soins n'est pas nouvelle. Un peu partout dans le monde, l'accès à la santé est impossible pour les personnes à faible revenu qui n'ont pas les moyens d'avoir une mutuelle efficace. Alors, est-on allé trop loin? Est-ce le signe du crash du capitalisme? Je crois qu'on doit changer maintenant d'économie, on doit aller vers une économie démocratique qui permet à la fois aux usagers, aux citoyens, de rencontrer les personnes qui travaillent et de dialoguer sur ce dont on a besoin. Et ça, fondamentalement, c'est anticapitaliste.